Voilà, nous avons sur ce plateau le plaisir de recevoir le DG des élections, Monsieur Birame Sène. Bonsoir. Bonsoir Der. Alors, vous l'avez deviné, on va parler du dialogue qui s'est achevé cet après-midi au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio, le CICAD. Alors, Birame Sène, quel est votre sentiment? Satisfait? Mitigé? Comment est-ce que vous avez jugé globalement les travaux avant que l'on progresse dans le détail? D'accord. Merci beaucoup. Sentiment, oui. Merci beaucoup Der. C'est avec un grand plaisir que je viens à cette émission. Et je voudrais quand même dire que c'est avec satisfaction qu'on a eu à commencer les travaux au niveau des commissions. Également, l'ouverture a été une satisfaction, mais également la clôture a été une satisfaction. Et tous les acteurs et toutes les forces vives de la nation ont répondu présents au niveau de ce dialogue national. Et je pense que les conclusions qui ont ressorti de ce dialogue-là prouvent à suffisance que c'est un dialogue qui était quand même intéressant. On va parler des conclusions, mais d'abord, vous m'avez rectifié et je vois que vous insistez sur le dialogue national. J'ai dit dialogue politique, vous m'avez dit non, dialogue national. Alors qu'on voit principalement que c'était des préoccupations politiques qui ont été discutées là-bas. Oui, vous savez, c'est vrai qu'il y a une différence entre le dialogue politique et le dialogue national. Moi, j'ai été depuis 2020 rapporteur des différentes commissions de dialogue politique. Et donc, au niveau de ces dialogues-là, on avait très souvent l'opposition, la majorité, la société civile, la Sénat, le CNRA. Donc, les autres acteurs n'étaient pas très souvent conviés à ces dialogues-là. Mais pour ce dialogue national, on a convié les syndicats, on a convié les associations, on a convié également les associations des jeunes. Il y a également d'autres institutions qui ont été invitées, telles que la Cour suprême, les cours d'appel, telles que Médiature de la République, l'Observatoire national des libertés, ONLP également, mais également d'autres ministères, le ministère des Affaires, de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Donc je pense qu'il y a une certaine inclusivité dans le cadre de ce dialogue. Mais Birame Sène, ça a été l'argument d'ailleurs des contre-dialoguistes ou les participants au dialogue alternatif. Ils ont évoqué le fait, c'est une certaine partie de l'opposition, il faut le signaler, et de la société civile. Ils auraient préféré que l'on mette le curseur beaucoup plus sur l'économie. Oui, ça a été débattu lors de l'ouverture, mais c'est pour dire qu'en réalité que si on voit en fait les thématiques qui ont été proposées, si on parle par exemple de démocratie, mais la démocratie peut englober beaucoup de choses. Si on parle également des libertés et des droits fondamentaux, donc ça peut également englober plusieurs choses. Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est un cadre qui a permis à plusieurs acteurs qui sont venus de différents secteurs de pouvoir discuter quand même sur des questions importantes. Alors je parle sous votre contrôle. Selon mes informations, il y a eu pour la commission 3, réforme institutionnelle, la commission réforme institutionnelle, 100% de consensus. Pour la commission processus électoral, 94% de consensus. Pour la commission, je vais me permettre un petit commentaire là, pour la commission démocratie, liberté et droits humains, seulement 26% de consensus. Comment est-ce que vous analysez les 26% de consensus de la commission liberté et droits humains quand on sait que cette commission polarisait beaucoup l'attention? Oui, c'est vrai qu'au niveau des commissions, comme vous l'avez dit, on en avait 3. Et pour la commission processus électoral, effectivement, sur les 17 points qui ont fait l'objet de discussion, il y a eu 16 accords. Donc, c'était des questions du processus électoral. Également, en ce qui concerne la commission... Excusez-moi, pour le processus électoral, vous avez dit donc 16 sur 17. Oui. Quel est le point d'achoppement? En fait, il y avait 3 points qui n'ont pas fait l'objet de discussion. L'autre point, c'était par rapport aux questions
des modes de scrutin. Oui. Il fallait revoir. Donc il y avait un désaccord. Donc la proportionnelle. Oui, bon, pour les élections législatives, oui, mais également pour les élections territoriales, c'est-à-dire les départementales et les municipales. Bon, il n'y avait pas un point d'accord entre la majorité et le... Il y avait également un autre point qui a été discuté, mais renvoyé pour les prochains dialogues, c'est la question du vote par procuration. Donc, le vote par procuration a été évoqué, mais les acteurs avaient estimé qu'il fallait renvoyer ça. Donc, l'autre élément, c'est-à-dire, c'était le régime juridique des élections anticipées. Et c'était important parce qu'on a vécu donc, les élections anticipées passées. Il n'y avait pas un cadre juridique solide. Donc, il a fallu donc demander un avis au Conseil constitutionnel pour pouvoir organiser les élections législatives. C'est la raison pour laquelle on avait demandé à ce que ce point fasse l'objet de discussion pour permettre dans l'avenir de pouvoir avoir un régime juridique. Alors, maintenant, en ce qui concerne la commission réforme également, avant de venir à la dernière commission, réforme des institutions, il y a eu quand même 100% d'accord parce que ça concernait 4 questions. La première question était relative à la création d'une cour constitutionnelle. Les acteurs sont tombés d'accord sur la création de cette cour constitutionnelle. Maintenant, les modalités de saisine, ils ont fait des propositions allant dans le sens d'élargir donc les acteurs qui puissent saisir le conseil, la cour constitutionnelle, mais également sur la possibilité d'avoir quand même une composition plurielle. Donc l'autre, c'est la création d'une structure indépendante de gestion des élections. Donc, ils sont tombés d'accord. Bon, certains ont parlé de CENI, d'autres ont parlé de... Donc, on quitterait la Sénat pour aller à... Voilà, de CENI, d'autres ont parlé également de haute autorité de gestion des élections, d'autres ont parlé de autorité nationale indépendante de gestion des élections. Il y a plusieurs noms qui circulent. Mais le principe qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, on va vers la création d'une structure indépendante de gestion des élections. Maintenant, les modalités, l'organisation, fonctionnement, la composition, il appartiendra quand même à l'autorité et aux différents acteurs de pouvoir se pencher sur la question. En ce qui concerne la dernière, c'était par rapport à l'organe de gestion des médias, c'est-à-dire le CNRA. Donc, on est tombé, les acteurs ont discuté, ont tombé d'accord sur le fait qu'il allait vers la création, le renforcement de la structure pour pouvoir assurer quand même une bonne amélioration des conditions de vie. Sans changement d'appellation? Bon, l'appellation peut-être peut bouger, etc. Je ne saurais quand même me pencher de là. Parce que ça donne une forte indication sur... Effectivement. Mais quand même, les acteurs quand même sont d'accord pour renforcer donc l'organe qui existe jusque-là. Maintenant, en ce qui concerne l'autre commission, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de points qui étaient... Parce que, bon, il y avait 15 points. Contrairement à la commission processus électoral où on avait 21 points. Ici, dans cette commission, on avait donc... 15 points. 15 points. Et sur les 15 points, et seulement 26%, il y a 4 accords, 5 désaccords, et il y avait des points également qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Donc, et sur ces points-là, il y avait le financement des partis politiques, il y avait également la rationalisation de ces partis politiques, il y avait également le calendrier républicain, mais également il y avait d'autres points qui ont été inscrits à l'ordre du jour, mais il y avait des positions qui étaient opposées, notamment sur la question donc des droits et des libertés. Certains avaient estimé qu'il y avait certains de ces l'article 80 par exemple. Voilà, certains ont estimé, ont eu des positions en disant que c'est des préoccupations qui avaient été déjà prises en compte dans les assises de la justice. Et que donc, ils n'avaient pas vu l'intérêt de pouvoir discuter sur ces points. Donc, il y avait quand même une certaine opposition entre la majorité et l'opposition, excusez-moi la répétition, et ce qui fait que, donc, il y avait des points de désaccord par rapport. Mais quand même, il y avait des propositions qui ont été faites. Parce que même s'il y a un désaccord, les positions sont actées pour permettre à l'autorité de pouvoir voir quelle est la position de chaque parti. C'est-à-dire, si l'opposition dit que on est pour la modification ou la suppression de l'article 80, donc l'opposition va argumenter par rapport à ces positions. Et la partie adverse, c'est-à-dire la majorité, va dire que non, ça a été pris en compte dans telle chose, etc. et argumenter. Maintenant, le tout sera versé et donc l'autorité va donc essayer donc de voir les différentes positions et le moment venu de pouvoir voir... Alors, pour la rationalisation des partis politiques, comment cela va se passer? Oui, pour la rationalisation des partis politiques. Donc, l'autre jour, au niveau de l'ouverture, on l'avait dit, on est à 386 partis. Et je peux vous dire qu'actuellement, on a 64 donc, demandes qui ont été déjà instruites. Cela veut dire que si ces 64 sont carrément acceptés, c'est 64 plus 386. On sera bientôt à 450 partis.
Donc c'est pour vous dire que la rationalisation. Mais certains ont évoqué l'idée de oui, c'est aller vers la suppression de tous les partis politiques. Non, parce que la liberté d'association est une liberté fondamentale, consacrée par notre Constitution. Il ne s'agit pas d'interdire la comment allier ça donc à la rationalisation? Il suffit juste, parce que c'est proposé, de faire des modifications de la loi de 81. Parce que la loi de 81 n'a été modifiée qu'une seule fois, c'est-à-dire en 89. Il fallait aller vers cette modification. Et certains même ont proposé d'avoir un maximum de parrains. Un parrainage, avant il faut avoir également un siège fonctionnel. Parce qu'on a, même nous, au niveau de la direction générale des élections, on a des difficultés des fois à convoquer des fois, vous avez des numéros qui sont erronés. Des fois, on vous donne un siège, vous allez là-bas, vous trouvez autre chose. Donc, il faut un siège fonctionnel. L'autre également, il faut le bilan. Il faut faire déposer les bilans financiers. Et ça nous fait parler des financements aussi, du financement des partis politiques. Là également, qu'est-ce qui a été dit? Là également, il y a un débat. Ils sont d'accord sur ce financement des partis politiques. Mais avant de pouvoir financer, il faut d'abord rationaliser. Et je pense que donc ils sont tombés d'accord sur ça. Maintenant, les modalités qui vont aller dans ce sens-là, donc vont être déterminées ultérieurement. Mais il ne s'agit point de pouvoir interdire les gens à s'associer, parce que la liberté d'association est consacrée par notre charte fondamentale. Et le bulletin unique? Oui, le bulletin unique également a fait l'objet de plusieurs débats. Mais je peux vous assurer que ce bulletin unique, on a eu ce consensus depuis 2023. Donc il y avait un comité de suivi, j'étais même le rapporteur de ce comité. Et donc les gens étaient d'accord pour aller vers le bulletin unique. Et on avait même dit qu'il fallait l'expérimenter à l'élection présidentielle de 2024. Mais avec ce qui s'est passé avec l'élection de 2024, peut-être on n'a pas eu le temps de le faire. Donc le point est revenu encore au niveau de ce dialogue-là. Et les acteurs sont tombés d'accord sur le fait qu'il faut aller vers le bulletin unique. Et donc je pense qu'on va aller vers ce bulletin unique-là. Et pour vous donner un petit exemple, on a eu à tirer plus de 400 millions de bulletins pour les élections législatives passées. Parce qu'il faut faire 8 500 000 de bulletins fois 41 listes. Exactement. Et maintenant, si on va vers le bulletin unique, au lieu de tirer 400 millions de bulletins, vous tirez juste 8 500 000 de bulletins. Donc je pense que quand même, c'est un point qui était là, où les gens avaient trouvé un accord, qui a été concrétisé aujourd'hui, et les acteurs sont carrément d'accord pour aller vers le bulletin unique. Alors, Birame Sène, la crainte des gens, c'est ce qui arrive souvent à l'issue de travaux ou d'assises, que les conclusions finissent dans des tiroirs. Mais le ministre Jean-Baptiste Tine a réaffirmé la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations issues de ce dialogue. Quelle garantie vous donnez? Effectivement, ça je peux en témoigner, parce qu'en parlant même des dialogues passés, pour témoigner qu'en fait, toutes les conclusions qui étaient ici du dialogue de 2020 ont été appliquées par l'État, par le gouvernement qui était là. Et donc ces points qui ont été inscrits à l'ordre du jour, les accords ont été trouvés, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur donc a pris des engagements pour les appliquer. Et je pense que, comme l'a dit M. le Président de la République lors de son discours à l'ouverture, que des engagements ont été pris pour pouvoir appliquer donc les conclusions qui sont ici de ce dialogue. Monsieur Birame Sène, merci. C'est moi. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.